Bonjour à toutes et tous, un deuxième épisode de ce podcast Quitter la ville, mieux vivre à la campagne sur l'usage de la voiture et sur le transport dans la campagne. Petit rappel, si vous souhaitez faire une transition de la ville à la campagne et vous cherchez à être accompagné, rassuré, recevoir des conseils, être mis en relation avec des personnes dans la campagne, des professionnels, éventuellement des élus, des experts, je suis ravi de recevoir votre demande, votre candidature pour être accompagné et vous pouvez le faire en consultant le site Quitter la ville sans tout plaquer. Vous allez trouver facilement le lien pour soit vous inscrire à mon webinaire, soit pour me contacter. Ravi de vous lire très bientôt, chers amis, quelle que soit votre situation, si vous souhaitez quitter la ville, aller vivre à la campagne, ou si vous vivez à la campagne et vous souhaitez avoir un coup de main sur votre projet entrepreneurial, sur votre organisation, avoir un regard extérieur sur comment vous faites votre nouvelle vie à la campagne. Maintenant, deuxième épisode consacré au transport, consacré à la mobilité, parce qu'il y avait d'autres choses à aborder lors de mon dernier épisode sur l'usage du véhicule. Je rappelle, mon point de vue, c'est qu'il faut être beaucoup plus nuancé d'une part quand on parle de l'usage de la voiture comme un problème à la campagne, parce que la campagne est organisée différemment, parce qu'il y a un historique d'avoir quitté, d'avoir oublié, d'avoir négligé les territoires ruraux. Et donc, un cercle vicieux s'est mis en place à partir du moment où on a commencé à faire un exode rural, à commencer à intensifier cet exode rural, ensuite à stabiliser des métropoles, les augmenter en taille, en densité, en services, en investissement, en recherche, etc. Faisant qu'on a oublié que si on n'a pas des personnes qui produisent de la nourriture, si on n'a pas des personnes qui fabriquent des équipements, si on n'a pas des personnes qui gèrent les déchets, si on n'a pas de personnes qui contribuent à la production de l'énergie, eh bien ces villes ne servent pas à grand chose, ne sont pas autonomes. Ça c'est un premier point. Et l'autre chose, c'est que je suis nuancé sur le fait d'ensuite dire il faut une politique carbone qui s'applique à tout le territoire de la même manière, parce que il y a aujourd'hui largement de quoi faire une évaluation plus sophistiquée des données de la situation de famille et d'individus dans les territoires et de rajouter le critère territoire, déplacement, besoin en déplacement, situation professionnelle, proximité au travail, etc. Et quand on fait cela, faire un accompagnement fiscal beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sophistiqué, on peut le faire aujourd'hui en 2026, on aurait pu déjà le faire en 2015 ou en 2000. Peut-être pas 2000, mais quelques années plus tard. Alors, maintenant, qu'est-ce que je souhaite aborder dans cet épisode, en plus de redire que ce regard il est nuancé sur l'usage du véhicule à la campagne. J'ai oublié de mentionner, ensuite, je suis pour une évaluation écologique beaucoup plus large que le carbone, qu'il n'y a pas que le carbone, il y a aussi l'empreinte écologique plus globale, le rapport positif qu'ont des agriculteurs et qu'ont nombreuses personnes qui vivent à la campagne à la biodiversité, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'économie circulaire, leur insertion dans un écosystème, leur compréhension des ressources naturelles, la réparation des équipements, le savoir-faire en termes de bricolage et de construction et d'aménagement, etc. Et par ailleurs, j'ai étudié ce qui existe comme analyse entre empreinte écologique et empreinte carbone dans les villes et empreinte carbone dans les campagnes, et les études qui existent, qui ne sont pas nombreux, montrent que c'est plutôt l'inverse, que ce sont des citadins qui polluent plus que les campagnards. Mais moi, je ne suis pas là pour stigmatiser les citadins dans ce sens-là, je suis là pour dire que cette comparaison, elle est mal faite, elle n'est même pas très pertinente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes pour que justement on puisse utiliser un petit peu moins le véhicule individuel? Parce que je suis d'accord, il ne faut pas que nous nous satisfassions d'utiliser le véhicule individuel justement au nom de laissez-nous tranquilles, nous on est à la campagne, on a besoin du véhicule, voilà. Mais non, il faut toujours chercher à progresser. Là on est d'accord, je ne suis pas là non plus juste pour déresponsabiliser les décideurs et ceux qui innovent, ceux qui existent, ceux qui habitent et ceux qui travaillent à la campagne, de les déresponsabiliser totalement d'une réflexion pour augmenter la virtuosité de la mobilité à la campagne. J'ai fini le dernier épisode en disant que plus on investit dans les campagnes pour les repeupler à la fois de personnes mais aussi de petites entreprises, de services et d'infrastructures, etc., que le cercle vertueux il se met en route et on aura moins besoin de se déplacer. Parce que là aujourd'hui, ce qui est
problématique et regrettable, c'est qu'il y a une certaine américanisation du territoire qui est en cours depuis 2 décennies facilement, où on a des centres commerciaux qui centralisent énormément là où peuvent se procurer des biens et des services des personnes à la campagne, ce qui a nui, en plus de l'exode rural, au maintien de petits commerces et de petites structures dans des villages ou des petites communes. Et ça fait que mes voisines, que je connais très bien, doivent aller demi-heure, 40 minutes juste pour faire leurs courses, au lieu de pouvoir avoir le plus possible de consommation et d'activité et de travail dans une proximité de 15 à 30 minutes. Petit astérisque, tout de même, là où j'habite, il y a plein d'exemples différents. Tous les territoires ruraux et les territoires urbains sont différents, mais il y a quand même beaucoup d'histoires, d'industries à 15, 20, mais même après 30, 40, 50 minutes de chez nous. Donc, je ne suis pas en train de généraliser ni le problème ni la solution. Mais ce qui est certain, c'est que de faire en sorte que les territoires ruraux puissent avoir recours à des hypermarchés qui servent la population ou les populations de 5 à 10 communes dans un rayon de 30 à 45 minutes de route, je ne vois pas ça comme une belle solution d'autonomie, de performance, de robustesse, les deux, et de vie épanouie en fait. Et je ne pense pas que c'est comme ça non plus qu'on crée plus d'emplois pour les personnes qui travailleraient dans le secteur tertiaire. Oui, c'est ça le problème, c'est que quelqu'un arrive avec une proposition, je crée un hypermarché, je vais créer X nombre d'emplois, tant mieux, super. Mais est-ce que cela compense et cela est aussi vertueux que de dire on va favoriser plutôt qu'il y ait de l'autonomie un peu plus élevée, je ne dis pas totale, je dis un peu plus élevée dans la quinzaine de communes qui est concernée par l'impact de ce qu'aurait cet hypermarché. Par exemple, je prends l'exemple de l'hypermarché, mais il n'y a pas que le secteur de la distribution alimentaire. Et souvent, de toute façon, c'est pas juste l'alimentaire, les hypermarchés, ils ont tout maintenant, mais vraiment tout, de tout, de tout. Je pense que c'est beaucoup moins vertueux qu'avoir justement des dizaines d'emplois créés à l'échelle un pays, par exemple, plusieurs communautés de communes, au lieu d'avoir recours à une grosse infrastructure qui arrive et qui change complètement le paysage économique, social de ce territoire et qui, en plus, nécessite la voiture. Donc ça, c'est vraiment le corollaire de ce que je disais tout à l'heure, qui est que plus on investit dans des peuplements des territoires ruraux, dans une diversité d'activités, d'entreprises petites et moyennes, dans des ateliers de fabrication, dans des petits centres, des coworking, plus on investit là-dedans, plus on lutte contre ce phénomène, et je suis bien placé pour dire que c'est une américanisation des territoires, qui en plus, je ne suis même pas sûr que les Français aiment ça, parce que honnêtement, les États-Unis se sont construits très différemment. Justement, ils se sont construits avec la voiture, en ayant un Far West, si on remonte vraiment très loin en arrière, en ayant cette idée de la liberté grâce au véhicule individuel. Les Français, quand on voit regarder ce sondage, on n'est pas aussi attaché à ça. On n'est pas aussi attaché à ce rapport de progrès-déplacement. Je suis pas sûr, moi je parle souvent avec des personnes qui habitent à Boisset, d'aller jusqu'à par exemple Monistrol-sur-Loire, qui est à 30 minutes. C'est vu comme une contrainte plutôt, c'est vu comme beaucoup de routes. Ouais, les Américains, j'ai grandi là-bas, je dis nous à chaque fois, hein, parce que je suis pas juste américain ou français quand ça m'arrange, je suis cohérent, je suis les deux en même temps. Nous, on aimait se déplacer, on aimait aller faire les courses, c'était toute une partie très culturelle, c'était de l'enthousiasme, qui va avec cette société de la consommation et cette culture de la consommation, que je ne pense pas être un mode soutenable et je pense qu'être au cœur des plus gros problèmes des Américains. Cela ne veut pas dire que je rejette tous les Américains. Mais ça par contre, je ne pense pas que c'est à copier, mais on est en train de le faire. Alors, ça, c'est le corollaire il faut repeupler les campagnes avec le plus possible de diversité pour justement que les personnes se déplacent moins. Maintenant, parlons de comment on pourrait se déplacer différemment dans la campagne, même si rien ne change. Eh bien, il y a du covoiturage qui se développe et que je vois et qui existe depuis longtemps. C'est pas très culturel, mais c'est quand même assez prégnant dans les campagnes.
Nous, on en fait régulièrement, chaque semaine. On s'organise avec plusieurs voisins, etc. Parfois par nécessité, parce qu'on n'a un seul véhicule. Et parfois, il faut être à 2 ou 3 endroits, presque en même temps, en tant que jeune parent. Donc ça, c'est une réalité. Le covoiturage, il y a plein de façons de le faire, de le favoriser, à la fois la politique publique, à la fois l'innovation dans le privé, à la fois que ce soit le Blablacar, etc. Mais je connais le fondateur, même si on ne s'est pas parlé depuis très longtemps, de Ecov, qui est une super boîte qui a fait beaucoup de prix, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de travail avec les collectivités, qui comprenait que le véhicule individuel, c'était quand même 80% des déplacements en France. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. Et je trouvais que justement, il avait un rapport. C'est Thomas Matagne, le fondateur, qui était venu me voir lorsqu'il lançait cette entreprise il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, oui, une bonne quinzaine d'années, qui avait une clairvoyance superbe sur le fait qu'on n'a pas compris justement comment accompagner l'usage du véhicule dans de différentes conditions plutôt que juste stigmatiser et dire il faut arrêter avec ça. Non, la transition énergétique et la transition écologique et la transition de la mobilité, comme beaucoup d'autres secteurs, si une vraie transition, c'est comment on accompagne la masse de l'activité. La masse, pas juste comment est-ce qu'on favorise les petites innovations et les niches, parce que ça, il y en aura toujours. Il y a des fabuleuses, des championnes et des champions de l'innovation qui ensuite réussissent à généraliser, à upscaler, comme on dit en anglais. Mais en attendant, cela va pas avoir, même quand il y a cela ne va pas avoir un impact sur la masse de l'activité de l'humain, sur une société si industrialisée et si prise, si j'ose dire, dans une sorte de dépendance de trajectoire qui se construit sur un siècle. Donc, des petites sociétés qui font de l'innovation sur le covoiturage pour le favoriser, qui travaillent avec les collectivités, ça c'est une des solutions. Mais quand je parle avec les élus des territoires ruraux, le plus souvent, ce qui est dit, c'est pourquoi est-ce qu'on a enlevé les petites lignes de train? Pourquoi est-ce qu'on a enlevé les petites lignes de train? Parce que les petites lignes de train, ça nous aiderait beaucoup plus, et j'y crois beaucoup plus que, un, le covoiturage, et deux, le vélo électrique. Alors le vélo électrique, c'est très utile, mais même électrique, il y a de la rudesse, ça peut être rude, hein, les hivers, et la Haute-Loire, par exemple, il y a plein de départements comme la Haute-Loire qui sont très vallonnés, qui ont beaucoup de hauts et des bas, littéralement, hein, physiquement. La Haute-Loire est d'ailleurs le département avec l'altitude moyenne la plus élevée, même s'il n'est pas connu le département n'est pas très connu de toute façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les petites lignes de train, il y en avait beaucoup plus avant. Alors, il y a évidemment un sujet de rentabilité, mais si on commence à analyser l'économie aujourd'hui, de dire que l'économie est de manière très laissez-faire, capitalistique, sans interventionnisme, sans subvention, sans favoritisme, sans fiscalité bénéficiant à différents secteurs. Autrement dit, de dire que l'économie n'est pas influencée par la politique publique et donc dépendante, je vais jusqu'à dire dépendante, de mesures de protection ou de mesures qui favorisent un système ou un autre, c'est faux. La mobilité et le transport, c'est pas ma spécialité comme l'est l'économie agricole et de l'alimentation. Mais ce que je peux dire, c'est que l'économie de l'agriculture et de l'alimentation est tout sauf juste ultra-libérale, sans interventionnisme des gouvernements, qu'ils soient nationaux ou locaux. Et il suffit de regarder les immenses différences entre les mesures de protection, que ce soit tarifs, que ce soit subventions, que ce soit mesures contracycliques pour subventionner et aider les entreprises du secteur lors de difficultés du marché et volatilité du marché, difficultés du secteur et volatilité du marché. Il suffit de regarder les États-Unis ou la Chine pour voir les grosses différences avec l'Union européenne et ses marchés intérieurs, pour comprendre que c'est tout sauf une économie où on laisse la dérégulation faire son travail. Et Adam Smith, en plus, il disait que de toute façon, c'était pas comme ça qu'il fallait voir l'économie. C'est pas juste une main invisible qui va tout gérer et faire en sorte que l'intérêt général, globalement, l'intérêt collectif va prendre le dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on voulait qu'il y ait des petites lignes de train, on pourrait le faire. Voilà, c'est des questions politiques, c'est juste de l'arbitrage. Alors, est-ce que les petites lignes de train, on pourrait en avoir pour tous les territoires, pour toutes les distances? Non. Mais quand on voit le nombre de gares
qui sont dans les petites communes autour d'ici, je peux garantir qu'il y aurait de l'usage. Et d'ailleurs, quand je suis allé en Allemagne, comme beaucoup d'autres sujets, on trouve des exemples de réussite de la décentralisation en Allemagne que nous n'arrivons pas à faire en France. Avec des petites lignes de train, j'étais surpris, qui n'étaient pas très remplies, mais qui étaient vraiment nombreuses. Et donc ça, les élus ruraux préfèrent, ils trouvent ça très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe en plus si on favorise beaucoup plus de retours de petites lignes de train? Et évidemment, je ne parle pas de TGV, de TER, etc. Eh bien, on va forcément favoriser la coopération entre des territoires et des communes. Si on favorise le covoiturage, si on favorise le vélo électrique, on ne favorise rien en ce qui concerne la coopération entre des communes rurales. On favorise ça grâce à des lignes de train qui créent du maillage, qui créent de l'intérêt entre la vitalité d'une commune par rapport à une autre, justement pour des raisons professionnelles et d'interconnexion entre ces territoires. Il y a, grâce à des petites lignes de train, aussi un intérêt pour que certaines communes qui ne devraient pas investir dans tout type d'infrastructure et de services, par exemple un collège ou un lycée, de vérifier qu'il y a un lien entre cette commune-là et une autre commune qui aurait un collège ou un lycée. Et ainsi, la population dans ces deux communes se sentent concernées par une certaine coopération et se sentent dans un territoire avec une vitalité et des intérêts communs. Alors, comment faire? Eh bien, ça veut dire des arbitrages budgétaires, ça veut dire un discours qui parle de ces petites lignes de train, ça veut dire reconnaître que justement dans sa centralisation, la France a fait des choses bien à un moment donné. C'est juste qu'ensuite, l'économie a évolué, les préoccupations environnementales sont arrivées, il y a eu de l'influence de multilatéralisme et surtout de l'économie mondiale, ce qui a fait que la France, qui avait beaucoup de monopoles publics, mais qui sont des outils de politique publique, a commencé à libéraliser un petit peu son système économique, et je ne stigmatise pas cela. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut revenir en arrière sur une gestion publique de tout, mais au cas par cas, c'est intéressant de le faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on favoriserait les petites lignes de train, ou est-ce que c'est plutôt en étant dans une dynamique de libéralisme et de pluralisme d'entreprises et d'entrepreneurs? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à ça. Je trouve que les deux pourraient fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas interventionnisme très élevé de la main publique, par contre, parce que ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y a pas une rentabilité directe tout de suite, sinon on serait déjà positionné dessus depuis longtemps, parce que ça existe, parce que cette disparition des petites lignes de train, c'est depuis longtemps. Donc, le vélo électrique, très bien. Le covoiturage, absolument. Essayer de contribuer à plus de peuplement des campagnes pour que le cercle vertueux s'intensifie ou se relance, et ensuite s'intensifie pour qu'on ait besoin de moins se déplacer. Et les petites lignes de train. Le dernier point, mais que je ferai juste en teaser dans cet épisode, c'est de parler de comment les entreprises devraient favoriser à la fois un tout petit peu de télétravail, parce qu'un tout petit peu de télétravail, c'est très bien vécu pour une grande partie des personnes qui travaillent dans des structures. Quand je dis une petite dose de télétravail, c'est peut-être 1 jour par semaine, c'est peut-être 2. Certains préfèrent 3. Certains peuvent télétravailler la plupart du temps, mais je ne pense pas que ça c'est une majorité. Et donc je reviendrai avec plus de techniques sur ce sujet dans un autre épisode. Mais favoriser un tout petit peu de télétravail pour donner cette souplesse, pour donner cette liberté aux personnes qui travaillent, surtout les salariés, pour que les salariés se disent pas je suis inspecté, surveillé, j'ai toujours besoin d'être en présentiel dans ma structure. Et de favoriser aussi fiscalement, mais aussi à travers la RSE et l'ESG, donc Environmental Social Governance, si je retourne en arrière, et la responsabilité sociétale des entreprises, que dans ces deux paradigmes, cahier des charges, mouvement, j'ose dire même, mais focus et politique d'entreprise, qu'il y ait explicitement l'objectif de soutenir des territoires ruraux et de soutenir la diversité des territoires, et que ces entreprises aussi se décentralisent au maximum. Se décentralisent d'un point de vue territorial et
se décentralise peut-être d'un point de vue gouvernance. Là-dessus, je suis un peu mitigé, mais je pense que si c'est bien fait, c'est quand même beaucoup plus vertueux que trop de centralisation de la gouvernance, et aussi de fonctionnement, favorisant l'intrapreneuriat et des coopérations entre entreprises et territoires et ses acteurs qui est beaucoup plus localisée. Donc, pour terminer, les entreprises ont un rôle à jouer et devraient être aussi soutenues par la politique publique pour favoriser une mobilité moindre des personnes qui travaillent pour ces structures et qui s'installent aussi via des petites unités dans les territoires ruraux. Chers amis, c'était le 2e épisode sur la mobilité ce janvier 2026. Et les transports et l'usage du véhicule. Il y en aura d'autres parce que c'est un gros sujet, la mobilité et l'aménagement de l'espace et du territoire. Et n'hésitez surtout pas, encore une fois, à me contacter si vous êtes intéressé par un accompagnement, des conseils sur comment quitter la ville et aller vivre à la campagne. À très bientôt dans ce podcast, sur le site, sur mon LinkedIn, sur la chaîne YouTube. Très très belle soirée, très très belle journée à vous toutes et tous.